excessive, même s'il y a une réglementation qui a mis fin à cette utilisation et autres. Mais au fait, vous savez très très bien qu'il y a des constructions, l'usage de l'amiante, je ne dirais pas que c'est éternel, mais ça dure dans le temps. Donc, c'est juste pour comprendre que durant cette année, donc je dirais 2022, nous avons de l'amiante dans notre pays. D'accord? Donc, il y a des personnes qui sont exposées, que ce soit au plan professionnel, que ce soit d'une façon extra-professionnelle. Donc, l'amiante est entrée dans les débuts des années 1970 dans la construction des meubles. Donc, vous comprenez comment je dis, il y a exposition. Vous avez vu la maison, quand on ne refait pas la peinture, quand on n'arrange pas, elle se détériore. Donc, il en est de même pour tous ces immeubles que vous avez bien sûr vus certainement, qui sont dans un état de délabrement, des plafonds qui s'effritent, des bâtisses qui s'effritent, et l'amiante est là. S'il y a de l'amiante, il est dangereux quand il s'effrite. Donc, depuis les années 70, un grand nombre d'immeubles publics, d'habitations, d'infrastructures hospitalières, universitaires, sportives, établissements scolaires ont été construits avec l'utilisation de l'amiante. Alors, regardez, 25 000 tonnes étaient utilisées annuellement pour la fabrication de tôles ondulées. Vous voyez les tôles qu'on met sur les toits et autres. Vous voyez ce que c'est, les tôles ondulées? Et de canalisation dans les usines à Bourj Bouarerij, à Zahana, c'est à Mascara et à Meftah. Donc, il y a eu, ce sont les trois grandes entreprises en plus du Guide Constantine. Donc, il y a Bourj Bouarerij, Mascara et Meftah. Là, bien sûr, ce matériau, il est peu coûteux et il a de nombreuses propriétés qui sont, bien sûr, qui font de lui un matériau très demandé, très utilisé. C'est sa résistance à la chaleur, au courant électrique et son caractère isolant. C'est un isolant thermique et phonique. Là, je vous dirais qu'en Algérie, la coupole du 5 juillet, donc la salle Boudief, la coupole du 5 juillet, elle était totalement, donc le matériau qui donnait cette isolation phonique, puisqu'il y avait des galas, il y avait, mais bien sûr, il y avait cette isolation phonique qui était assurée par l'amiante. Et par la suite, elle a commencé à s'effriter. La coupole a commencé à se détériorer. Et là, c'est en... Attendez, je crois qu'il y a vos collègues qui... Je dois les accepter. Une minute, s'il vous plaît. Voilà, attendez. Voilà, j'ai accepté. Donc là, je vais reprendre ça. C'est ça que je n'aime pas trop ignorer. Donc là, bien sûr, excusez-moi, parce que je reviens sur... voilà. Là, je n'arrive pas à supprimer ce que j'ai pris. J'aurais pas dû reprendre. Là, comme ça, vous voyez? Vous voyez? Oui. C'est petit ou là, c'est bon? Non, ça va, c'est lisible. D'accord. Parce qu'il y a vos collègues qui veulent se connecter, donc à chaque fois, je suis obligée d'être à leur écoute si vous voulez. Bien, donc je disais, et en 2002, l'Algérie donc, a procédé au désamiantage de la coupole. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes au courant que Non. l'Algérie a procédé au désamiantage de la coupole du 5 juillet en 2002? Donc là, c'est pour vous dire que, d'ailleurs, ça a été la première expérience dans notre pays par rapport à cette activité de désamiantage. Donc là, l'amiante est considérée comme de l'or blanc. On l'appelle or blanc, allant bientôt se révéler dangereux et mortel. Et là, donc cet or blanc, il est précieux, c'est-à-dire qu'il est précieux, bien qu'il soit peu coûteux, mais il est précieux. Donc, il s'est révélé que c'était une matière qui était dangereuse et même mortelle.
Donc, depuis 1975, l'amiante est classé par le Centre international de recherche sur le cancer dans la catégorie des substances cancérigènes. Et là, bien sûr, l'amiante aujourd'hui est considéré comme un des toxiques aux effets sanitaires certains pour la santé. Et l'inhalation des fibres libérées par ce matériau provoque des pathologies diverses. Bien sûr, vous connaissez l'asbestose, donc la pneumoconiose, vous avez le mésothéliome pleural, vous avez la pneumoconiose elle-même, donc qui a des complications aussi, et toutes ces pathologies, donc l'amiante, ce matériau très utilisé, très présent dans de nombreuses industries, s'avère très, très, très pathologique et ces pathologies dont il est à l'origine sont invalidantes et même mortelles. Bien sûr, quand vous avez mésothéliome et cancer bronchique, le pronostic est très mauvais. Là, je suis bloquée, je suis obligée de revenir et je ne me déconnecte plus. Voilà, de la diapo, je ne sais pas comment revenir. Là, je suis obligée voilà, de reprendre de nouveau, c'est mieux. Voilà. C'est bon? C'est bon? Oui. Parfait. Donc là, au plan minéralogie, donc l'amiante, qu'on appelle aussi asbeste, est un terme désignant certains minéraux à texture fibreuse. Donc vous voyez bien, fibreuse, le mot fibreuse est très important. Ce sont les silicates magnésiens ou calciques qui ont deux propriétés. Alors on a deux variétés d'amiante. On a les serpentines et on a les amphiboles. Les serpentines, c'est la plus dangereuse si vous voulez. On retrouve le chrysotile. Le chrysotile, c'est de l'amiante blanc. C'est le plus dangereux, si vous voulez. En fait, toutes ces fibres d'amiante peuvent provoquer des atteintes tumorales, mais le chrysotile, un peu plus. Et vous avez les amphiboles, 5 espèces qui ont été déterminées par la directive européenne. C'est la crocidolite et c'est de l'amiante bleue. Donc, on a de l'amiante blanc et de l'amiante bleue. Voilà à peu près la texture. Vous avez vu l'amiante blanc. Vous voyez, c'est des fibres. Et ce qui est dangereux, ce qui est très particulier, c'est qu'une seule fibre, à elle seule, je dis bien, suffit pour développer un cancer plus tard. Donc, vous voyez à peu près la dangerosité de ce matériau. Et puis, l'amiante s'effrite, comme vous le voyez très, très bien à travers cette texture fibreuse du minéral. Pardon. Voilà, donc c'est de l'amiante blanc qui s'effrite. Et vous avez de l'amiante bleue. Voilà. Donc, regardez sous forme de la roche comment ça se trouve, vous voyez. Mais toujours, on voit les fibres tout autour, donc qui s'effritent. C'est de l'amiante blanc. Et là, c'est de l'amiante bleue. Regardez la texture fibreuse. Donc, il s'effrite dans tous les sens. Regardez. Regardez comment c'est. Donc, c'est un faisceau qui est en train de s'effriter. Voilà. Même quand c'est comme une pierre, donc ça s'effrite dans tous les sens. Tout le pourtour s'effrite. Voilà l'amiante bleue. Et regardez ici, c'est de l'amiante bleue. Regardez, c'est le désamiantage d'une bâtisse. Vous voyez ce que ça donne? Là, c'est le toit, la toiture, donc le désamiantage. Alors, évidemment, j'en parle, ça fait rien si j'en parle maintenant. C'est bien, c'est-à-dire là, généralement, il y a une petite procédure, c'est que quand on suspecte qu'il y a de l'amiante, on fait un petit prélèvement, il passe donc aux analyses, et s'il s'avère que c'est vraiment de l'amiante, bien sûr, il faut procéder au désamiantage, comme ça a été le cas pour la coupole du 5 juillet. Mais hélas, le plus gros problème qui s'est posé par la suite, on s'est débarrassé de l'amiante au niveau de la coupole, mais c'est le devenir de ce déchet. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce déchet? Que faire de ce déchet? Et vous savez que son élimination est beaucoup plus coûteuse que le désamiantage. En Algérie, nous n'avons aucune structure
qui est habilité et qui est donc autorisé à procéder à l'élimination de l'amiante. Parce que l'amiante, pour l'éliminer, c'est l'enfouissement surtout. Hein. Et pour le transporter, donc c'est une entreprise française avec laquelle l'Algérie a signé la convention et ils sont venus, donc ils ont pris cette amiante et qui a quand même passé plusieurs mois au niveau du 5 juillet de la coupole et ça a été un très très grand stress pour les autorités. Pourquoi? Parce que les sacs de déchets d'amiante étaient stockés dans des conteneurs. Ils avaient très très peur avec le banditisme et autres. Ils avaient très très peur que des bandits passent par là. Ils vont croire que c'est des conteneurs de survêtements, de ballons, puisque c'était au niveau de la coupole du 5 juillet. Et là, je vous dis que l'élimination de l'amiante pose un problème, pas qu'en Algérie, mais dans plusieurs pays, même européens, ça pose un problème et c'est une activité qui est très, très, très coûteuse. L'amiante a des propriétés chimiques, donc le chrysotile. Regardez, il est stable jusqu'à 550 degrés. Et les amphiboles 400 à 600, ça peut même aller jusqu'à 1000 degrés Celsius pour leur décomposition. Donc, vous voyez très très bien que c'est un excellent isolant thermique. Donc, cette isolation thermique, donc il a une très bonne résistance à la chaleur, au feu, à la tension, aux agressions électriques et chimiques. Il a aussi une bonne résistance à la traction et à la friction et il a un pouvoir absorbant. Bien sûr, quand on dit un pouvoir absorbant du bruit, un pouvoir absorbant de la chaleur et autres. Maintenant, pour les sources d'exposition, bien sûr, nous avons des formes friables et des formes non friables. Pour la forme friable, c'est le calorifugage et flocage. Les feutres, on les trouve dans les feutres, dans les cols, les mastiques, les plaques cartonnées ou tressées ou tissées. Et pour la forme non friable, l'amiante est incorporée dans des produits en ciment, par exemple l'amiante ciment. Et maintenant, on se dit, regardez l'usage de l'amiante ciment dans le BTP. C'est immense, c'est un monde. C'est une utilisation très, très, très fréquente, répandue et importante. Et on le retrouve également dans de divers liants, les cols, les peintures également, les joints, les mortiers à base de plâtre, les bétons bitumeux. C'est pour ça déjà le bitume, le goudron lui-même, il est reconnu comme étant cancérogène. Donc là, on comprend parfaitement pourquoi. Nous avons les matériaux de friction et même les asphaltes, les routiers ou d'étanchéité. Les patins de frein, vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y a de la chaleur qui se dégage, donc il résiste. C'est un très très bon composant pour les freins. La garniture de chaudière au four électrique, diverses installations électriques, les plaques chauffantes et dans le bâtiment, vous comprenez le pourquoi de la chose. Nous avons donc une exposition environnementale et professionnelle qui persiste parce qu'on ne peut pas éliminer toutes les constructions. Il faut d'abord les détecter, il faut d'abord retrouver de l'amiante. Alors, vous voyez, si on touche pour enlever un petit morceau pour l'analyser, après, le reste de l'amiante va s'effriter. Et je vous ai dit, une seule fibre suffit. Donc, on ne peut pas procéder à l'analyse. Et puis, même si on pouvait, ce n'est pas que ça l'obstacle, c'est très coûteux. Et puis, vous imaginez tout le nombre de constructions qu'il y a et d'utilisation industrielle. Donc, c'est la raison pour laquelle l'exposition, comme je l'ai dit, qu'elle soit professionnelle ou extra-professionnelle et environnementale, elle est là, elle persiste. Et les plus exposés, bien sûr, c'est les travailleurs du BTP. Pourquoi? Parce qu'ils procèdent. Alors, regardez, même quand il y a des rénovations, quand il y a des travaux de démolition, de désamiantage, d'entretien, de maintenance des bâtiments, bien sûr, c'est une catégorie de travailleurs qui sont fortement exposés aux risques liés à l'amiante. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est clair jusque-là? Pas de questions? OK. Alors, les fibres d'amiante peuvent pénétrer dans l'organisme. Oui. Merci, Dr. Belabas. Donc, les fibres d'amiante peuvent pénétrer dans l'organisme par voie cutanée, par voie digestive et par voie respiratoire. Évidemment, l'inhalation, elle constitue la principale voie. Là, bien sûr, la fibre d'amiante, elle est de l'ordre des microns. Elle est invisible à l'œil nu.
c'est une gamme de fibres qui peut en contenir des milliards, comme celle que nous avons vue. Alors, c'est des milliards et des milliards de fibres. Une fois ces fibres, elles sont respirées, elles vont donc dans les voies respiratoires, elles restent piégées dans l'organisme. C'est ça, en fait. Il y a une biopersistance. L'organisme ne sait pas les dégrader. Elles restent, donc il y a un effet cumulatif dans l'organisme. Et regardez, la fibre d'amiante, elle met 24 heures pour descendre d'1 mètre en atmosphère stable. Alors, c'est une concentration. Si on a de l'amiante dans un environnement, que ce soit une usine, que ce soit un bâtiment, que ce soit, il y a l'effet, comme je l'ai dit, cumulatif, puisqu'elle met bien sûr, il y a l'effet cumulatif, ça d'une part, mais d'autre part, donc cet amiante qui se retrouve comme ça à une certaine hauteur, il est inhalé, il passe dans les voies respiratoires. Il faut savoir que le tabac augmente son dépôt. Ça, c'est aussi important. Maintenant, je passe à la pathologie liée à l'amiante. Donc, les caractéristiques des maladies liées à l'amiante, c'est leur temps de latence élevé. On l'a vu pour les autres pneumoconioses. On a dit qu'elles n'apparaissent, par exemple, la sidérose qui est relativement bénigne, elle n'apparaît que 10 ans après l'exposition. Et là, regardez les manifestations cliniques. On l'a dit même pour les autres pneumoconioses, elles sont tardives. C'est les manifestations radiologiques qui sont précoces. Donc, les manifestations cliniques, elles sont tardives, elles peuvent aller jusqu'à 40 ans. Bien sûr, là, c'est plus pour le mésothéliome pleural. Le risque, bien sûr, il est lié à la dose cumulée. J'ai dit que l'amiante avait un effet cumulatif, donc à l'effet cumulé, à la dose cumulée d'amiante qui est inhalée, et surtout qu'il y a la persistance du risque toute la vie. Et c'est ce qui fait donc cette exposition assez particulière. La pathologie liée à l'amiante est diversifiée, donc elle est polyvalente. Nous avons des lésions non tumorales et des lésions tumorales. Les lésions non tumorales, nous avons d'abord les lésions pleurales bénignes, et là, il peut s'agir de pleurésie asbestosique bénigne, comme il peut s'agir d'épaississements pleuraux. Nous avons les atélectasies et enfin la fibrose pulmonaire qui est appelée asbestose. Quant aux lésions tumorales, nous avons d'abord le cancer bronchopulmonaire, donc qui est identique même aux autres pneumoconioses. Nous avons le mésothéliome, donc le cancer de la plèvre, et autres cancers, cancer du larynx, cancer des voies digestives. Donc, vous voyez que la pathologie liée à l'amiante est très, très, très diverse et elle est importante. Beaucoup pensent que l'amiante ne peut engendrer que l'asbestose, c'est-à-dire la pneumoconiose. Eh bien non, nous avons toutes ces pathologies et les dernières années, nous avons rajouté avec certitude, on le verra, la localisation du cancer en dehors du poumon et en dehors de la plèvre. Donc, nous allons les voir une à une très rapidement. On commence par les lésions non tumorales, donc les lésions pleurales bénignes. Elles peuvent concerner les deux feuillets de la plèvre. Nous avons la plèvre pariétale, donc c'est des plaques pleurales, et la plèvre viscérale, c'est des pleurésies bénignes. Pour la pleurésie asbestosique bénigne, donc le niveau élevé d'exposition à l'amiante, elle apparaît après une latence qui est inférieure à 10 ans. C'est pour ça qu'il est très important, on le verra et je le dirai autant de fois qu'il faudra. Ça ne sert à rien de demander un téléthorax pour une embauche ou bien pour déposer un certificat. On a tendance à demander le certificat de pneumophthysio. D'ailleurs, nous, moi, honnêtement, je suis vraiment contre cette radiographie qui est faite dès le début. Mais il faut plutôt, elle trouve ces indications chez ces travailleurs, par exemple pour les travailleurs du BTP, puisqu'ils procèdent à la démolition, à la rénovation. Il est très important lors des visites médicales de procéder, de réaliser une radiographie pulmonaire. Pour la pleurésie, elle peut être unie ou bilatérale, peu abondante, quelquefois sanglante, souvent riche en eosinophiles, spontanément résolutive, mais on peut garder des séquelles pleurales. Elles apparaissent sous forme de plaques pleurales. C'est un épaississement de la plèvre pariétale. Le diagnostic, donc, c'est quand il y a une exposition avérée à l'amiante, quand il y a l'absence de toute autre affection pleurale,
et quand il y a absence de toute malignité pleurale. À ce moment-là, on retient qu'il s'agit d'une pleurésie asbestosique bénigne. Les épaississements pleuraux, donc généralement c'est une plaque pleurale fibrohyaline, et là, ces épaississements ils sont diffus avec atteinte de la plèvre viscérale, et parfois on retrouve même la fibrose et la pachypleurite, c'est-à-dire l'épaississement de la pièvre pariétale. Nous avons donc une symphyse pleurale avec des prolongements fibreux qui peuvent pénétrer dans le parenchyme pulmonaire. D'ailleurs, on voit, c'est comme des petites stries opaques. C'est des épaississements de la plèvre. Souvent, c'est les séquelles d'une pleurésie bénigne de l'amiante ou de l'extension d'une fibrose pulmonaire du parenchyme pulmonaire vers la plèvre viscérale. Le niveau d'exposition est plus élevé, bien sûr, et ces épaississements pleuraux sont associés à un cancer bronchopulmonaire ou à un mésothéliome. Donc là, le conseil que je donne est également, lorsque vous demandez une radiographie pulmonaire, c'est de la demander, mais lorsque vous voyez qu'elle est de mauvaise qualité, c'est-à-dire vous n'arrivez pas vraiment à visualiser le long de la plèvre pariétale, à ce moment-là, n'hésitez pas à redemander une autre radiographie. Il est préférable de déranger votre travailleur pour aller faire une autre radiographie que de laisser passer un épaississement pleural qui peut bien sûr constituer un signe d'alarme, un signe de prédiagnostic, bien sûr, d'un cancer, d'un mésothéliome pleural ou d'un cancer bronchopulmonaire. Les atélectasies, elles sont moins fréquentes que les appels pleurales. Donc, généralement, c'est une opacité qui est ronde, elle peut être aussi ovalaire, contre la paroi pleurale qui est développée à partir de la plèvre avec une queue qui va s'étendre vers le hile. Souvent, elle est latérovertébrale inférieure, donc c'est vraiment vers les vertèbres, donc elle est postérieure, non visible en radiographie thoracique de face. C'est surtout la TDM thoracique qui permet de poser le diagnostic positif. Et là, bien sûr, il y a d'autres opacités, d'autres masses pulmonaires qui peuvent constituer un diagnostic différentiel par rapport à cette atélectasie. Donc, on la voit plutôt comme une opacité, on ne pense pas à une atélectasie. Enfin, la fibrose pulmonaire, l'asbestose, donc c'est une maladie, vous comprenez qu'elle est due à l'accumulation des fibres d'amiante qui sont inhalées et qui passent donc dans les alvéoles des poumons. Ces fibres d'amiante vont être enveloppées de tissus cicatriciels. C'est pour ça qu'on a de la fibrose pulmonaire, donc c'est moins élastique. La période de latence, c'est de 15 à 20 ans en moyenne. Le diagnostic, il repose sur la radiographie, bien sûr, du poumon. Et là, il ne faut pas oublier qu'il y a les radiographies du BIT, du Bureau international du travail. Je l'ai déjà dit que tous les services sont dotés donc, de cette série de radiographies. Il est très difficile, surtout quand c'est de toutes petites opacités, de poser le diagnostic. C'est pour ça, quand il y a un doute, il faut demander la TDM thoracique. Nous avons par ailleurs les explorations fonctionnelles, bien sûr, qui dit fibrose, dit syndrome restrictif. Donc, l'aspirométrie est indiquée également. Et vous avez également un autre élément qui permet le diagnostic de certitude, c'est la détection de corps asbestosiques dans les sécrétions bronchiques. Il faut savoir que l'asbestose est une maladie irréversible, bien sûr. Ce n'est pas une fibrose seulement de surcharge, mais elle est là, donc une fois installée, elle est irréversible. Et elle continue à évoluer même longtemps après l'arrêt de l'exposition. Il n'existe pas de traitement susceptible de faire régresser le processus fibrosant. Quand la fibrose est là, eh bien, elle s'installe. Bien que maintenant, pour la fibrose, par exemple la fibrose du foie, je vous donne de l'information scientifique, c'est très, très, très important pour vous. Par exemple, pour la fibrose du foie, actuellement, on parle de la réversibilité de la fibrose hépatique par le biais, bien sûr, d'antiviraux, des traitements antiviraux. La société de toxicomanie et hépatite qui l'ont annoncé, ça fait quelques années quand même. Donc voilà, l'opacité. Donc les opacités diffuses, bien sûr, vous ne pouvez pas très très bien voir, mais vous avez également une pachypleurite, un épaississement de la plèvre pariétale.
qui est assez important. Je passe aux lésions tumorales. Vous n'avez pas de questions pour les lésions bénignes? Non. Non? Parfait. Moi, je pense qu'il n'y a pas, il suffit de les connaître, c'est tout, il n'y a rien de particulier. Les lésions tumorales, bien sûr, on l'a dit, le CIRC a reconnu l'amiante comme étant une substance cancérogène avérée, donc classée dans le groupe 1. Toutes les variétés d'amiante étant classées cancérogènes, d'accord? Crocidolite, toutes les classes sont cancérogènes. Toutes les variétés d'amiante étant classées cancérogènes pour le poumon, pour la plèvre, donc c'est le mésothélium, le larynx et les ovaires. Ce que je voulais vous dire, voilà, même les ovaires ne sont pas épargnés quand il y a une exposition à l'amiante. L'actualisation des monographies par le CIRC a étendu le nombre d'organes pour lesquels on considère que l'amiante est cancérogène, c'est-à-dire au groupe 1, le cancer du larynx et celui de l'ovaire, et au groupe 2, probablement cancérogène, c'est-à-dire que là, il y a une probabilité. C'est le cancer du pharynx, de l'estomac et du côlon et du rectum. Donc, vous voyez l'étendue de l'effet cancérogène à d'autres organes en dehors de la plèvre, en plus de la plèvre et du poumon. D'abord, le cancer bronchopulmonaire. Donc, l'amiante, c'est le principal facteur causal des cancers bronchopulmonaires professionnels avec une relation de dose-effet démontrée. L'exposition aux fibres d'amiante augmente par 5 le risque de développer un cancer du poumon. On avait dit que le tabac faisait également, accentuer ce risque si vous voulez, mais vous imaginez quand on est exposé, donc on est déjà fumeur, on peut faire un cancer pulmonaire. Oui, et quand on est exposé aux fibres d'amiante, le risque est multiplié par 5. C'est quand même immense. Voilà, le tabac associé à l'amiante a un effet multiplicateur dans le déclenchement du cancer. Ce risque est également plus élevé chez les personnes déjà atteintes d'une fibrose pulmonaire. C'est comme si la fibrose fait le lit du cancer, voilà, entre guillemets. Donc, il s'agit des risques supra-additifs. Si on est fumeur, si on a déjà une fibrose pulmonaire et qu'on est exposé au risque du cancer pulmonaire par le biais du tabac, bien sûr, et de cette asbestose, en plus, l'amiante lui-même, comme matériau, lui-même, d'emblée, il peut être à l'origine du cancer. Donc, c'est pour ça qu'on parle de risque supra-additif. Comme pour l'asbestose, le cancer du poumon se déclare de nombreuses années après l'exposition initiale aux fibres d'amiante. D'ailleurs, c'est pour ça que sur le tableau des maladies professionnelles, le délai de prise en charge a été prolongé. La présence d'une plaque pleurale ou d'une asbestose constitue un élément d'orientation étiologique indirect. Bien sûr, il y a d'autres examens qui permettent le diagnostic de certitude. Les principaux signes révélateurs du cancer bronchopulmonaire sont par ordre de fréquence décroissante. Ils sont au nombre de 6. Donc, nous avons une toux, elle est fréquente. Ensuite, on peut avoir l'amaigrissement, la dyspnée, des douleurs thoraciques, du sang dans les crachats. Les examens complémentaires qui permettent de poser le diagnostic, donc c'est l'examen, bien sûr, c'est la place importante de la radiologie, donc c'est la radiographie du poumon et vous avez le scanner, la TDM thoracique. En plus, nous avons la fibroscopie, bien sûr, qui a aussi sa part dans le diagnostic parce qu'elle permet de visualiser directement. Le mésothélium, dans 90% des cancers de la plèvre, ils sont dus à l'amiante. Donc, vous voyez, c'est un effet cancérogène très, très, très important. Pas de lien démontré entre tabagisme et mésothélium. Parce que dans certaines études, chez les fumeurs, ils ont évoqué donc l'apparition du mésothélium pleural. Et là, vous comprenez, un pneumologue, il n'a pas ce réflexe du curriculum laboris. Il n'a pas le réflexe de cette anamnèse professionnelle. D'ailleurs, c'est le point sur lequel nous, les médecins du travail, insistons lors de la formation, de la formation, bien sûr, que ce soit les étudiants, que ce soit les résidents. Les résidents, bien sûr, vous êtes dans la spécialité, donc vous êtes très, très bien imprégnés, mais c'est réveiller ce réflexe chez les autres collègues, chez les autres spécialistes pour
tenter d'établir la relation entre la pathologie et la profession. Bien sûr, quand on dit il a mésothéliome, c'est un grand fumeur, mais on le dit bien que pas de lien qui a été démontré entre le tabac et la présence du mésothéliome. Donc, il faut plutôt penser à l'amiante, puisque dans la majeure partie des cas, 90%, c'est la subtotalité, c'est l'amiante qui est à l'origine du mésothéliome. Le mésothéliome est une forme rare de cancer de l'enveloppe des poumons, de la cavité abdominale et du cœur. Le mésothéliome, dont la principale cause est l'inhalation de fibres d'amiante, n'apparaît hélas que 30, je dis hélas, vous savez, il ne faut pas mal comprendre, c'est bien, on vit longtemps sans ce cancer, c'est une très très bonne chose. Mais quand je dis hélas, on a perdu de vue les travailleurs qui ont été exposés. Voilà ma douleur et ma peine, c'est quand je sais que ces travailleurs qui ont été certainement exposés, qui font le mésothéliome, ils se dirigent vers les services de pneumo, ils sont pris en charge et puis compte tenu de son pronostic sombre, donc ils décèdent sans qu'ils aient eu droit à la réparation. Et c'est ça, c'est dans ce sens que j'ai dit hélas. Les principaux symptômes, donc, c'est la dyspnée et l'apparition de douleurs abdominales, et douleurs thoraciques aussi. Dans la majorité des cas, l'apparition d'un mésothéliome se révèle par la survenue d'une pleurésie. Oui, c'est quand il y a, et la pleurésie, on la considère comme étant une métastase à ce niveau. Ce n'est pas la pleurésie qui est liée aux fibres d'amiote. C'est-à-dire au début, je parle de la pathologie bénigne débutante. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'il va révéler le mésothéliome, mais c'est quand il s'agit d'un stade très avancé où je dis je peux considérer que cette pleurésie est plutôt une métastase qu'une localisation primitive, bénigne. Le diagnostic repose sur une thoracoscopie et des biopsies. Bien sûr, les biopsies, c'est elles qui permettent, bien sûr, de poser le diagnostic de certitude, comme c'est le cas pour tous les cancers. Le traitement, il est essentiellement médical, donc je peux dire que c'est un traitement plutôt palliatif, entre guillemets. Il a un très mauvais pronostic, la survie, elle est de 14 à 16 mois. Maintenant, je ne peux pas ne pas en parler du PET scan, puisque le progrès de l'imagerie médicale est là. Nous avons l'hôpital, le service de radiologie de Bab el-Oued qui est doté du PET scan. Donc, je peux en parler. Là, en quoi il consiste, le PET scan? Est-ce que vous l'avez à Tizi, docteur Belabas? Est-ce que vous avez le Non, PET scan non, à Tizi? non, il n'y est pas, non. Voilà. D'accord. Donc là, c'est un examen, c'est un scanner qui est, je ne suis pas très particulier. Regardez, il suffit d'injecter une substance ressemblant à du glucose avec un fluor radioactif. Et là, l'utilisation de cette substance par les cellules cancéreuses se décompose. Il émet donc des rayonnements qui seront enregistrés à l'aide d'une caméra spéciale. Vous le savez d'ailleurs, je ne sais pas si vous le connaissez dans votre culture médicale, que pour les personnes qui sont bio, qui ont tendance à utiliser toute cette innovation de la thérapie par les plantes, par la biothérapie qu'on appelle, alors, quand il y a un malade cancéreux, on lui préconise de ne pas consommer du sucre, des choses sucrées. Vous êtes au courant? Oui. Parce qu'on dit que la cellule cancéreuse aime le sucre. Donc, c'est par rapport à ça que cette substance, c'est-à-dire le fluor radioactif, il est injecté, additionné à du glucose. Et donc, les cellules cancéreuses, elles vont venir se fixer, se précipiter vers ce glucose et ce fluor, il va émettre donc des rayonnements. Et là, à l'aide d'une caméra, ce système donc, il va permettre de repérer tout foyer cancéreux présent dans l'organisme. C'est magnifique, hein? Oui. Et comment? Oui, ça l'est, oui. Oui, ça l'est exactement. Il permet également de contrôler l'efficacité du traitement, c'est-à-dire quand on fait par exemple une exérèse chirurgicale pour une tumeur, hein, je ne parle pas du mésothélium, mais là par exemple quand on fait une radiothérapie, une chimiothérapie, on voit l'apport de cette prise en charge thérapeutique. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport au dépistage précoce, donc des foyers cancéreux, nous avons quelque chose de meilleur encore. Là, je ne peux pas ne pas en parler puisque je fais partie de ce laboratoire de biogénotoxicologie et santé au travail.
dont le président, c'est le professeur Lamara. Et vous savez qu'il y a donc, il est basé essentiellement, son activité, c'est le test de micro-noyaux. Nous n'avons pas encore commencé, mais moi, j'ai toujours un espoir pour les malades. Le dépistage du cancer au stade vraiment cellulaire. Le test de micro-noyaux, comme le nom le dit, donc il permet de détecter les cellules qui sont en train d'évoluer vers un cancer. Le cancer n'est pas encore là. Vous voyez l'importance de cette technique des tests de micro-noyaux. Donc, il suffit de faire un prélèvement sanguin chez des travailleurs exposés, donc par exemple ceux qui sont exposés à l'amiante, et là, le fait de repérer au microscope plusieurs cellules qui ont plusieurs noyaux, vous savez par définition comment est défini le cancer. C'est quoi un cancer au plan cellulaire? C'est quoi? C'est une multiplication anarchique de la cellule. Une cellule doit avoir un seul noyau, vous êtes d'accord? Je ne parle pas de la mitose, hein, la multiplication cellulaire, la mitose de noyaux, mais après, elle donnera naissance à deux cellules, n'est-ce pas? Chaque cellule avec son noyau. Mais là, la cellule qui a plusieurs petits noyaux, c'est-à-dire que c'est une cellule qui est en train de faire le lit d'un cancer in situ. Voilà. J'espère que ce laboratoire verra son jour et que les tests de micronoyaux seront réalisés chez des populations de travailleurs exposés à des produits cancérogènes, qui soient physiques, chimiques, biologiques et autres. Voilà. Je ne suis pas hors sujet, je ne pouvais pas ne pas en parler, hein, des tests. Donc, c'est tous ces progrès dans le domaine médical. Je pense qu'il faut faire tout pour les développer et les mettre à la disposition des différentes structures de la santé. Voilà, donc il permet de repérer tout foyer cancéreux présent dans l'organisme. Le mésothéliome, il n'affecte pas seulement la plèvre, d'autres organes que le poumon peuvent être atteints. Donc, on peut avoir, c'est pour ça qu'on dit le mésothéliome pleural. On s'arrête, nous, quand on dit mésothéliome, c'est tout le mésothéliome par rapport aux différentes localisations. Donc, quand c'est la plèvre, c'est le mésothéliome pleural. On a le mésothéliome du péricarde, le mésothéliome du péritoine et le mésothéliome du testiculaire. Donc, vous voyez qu'il peut plusieurs plèvres d'autres organes sont atteintes, peuvent être atteintes. 3 maladies graves constituent les affections les plus connues et les plus fréquentes reliées à l'amiante. C'est le cancer du larynx, le cancer du système gastro-intestinal et le cancer du rein. Donc, vous avez vu avant parler que du larynx, on parlait, et regardez, des choses viennent se rajouter. On parlait du côlon et du rectum, maintenant on dit le système gastro-intestinal, c'est-à-dire même l'estomac, d'accord? C'est-à-dire qu'on est en train de rajouter. Et là, la réparation, tableau numéro 30 qui répare les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante. Vous avez donc l'asbestose, cette fibrose pulmonaire. Bien sûr, sont réparées également les complications comme les autres pneumoconioses. Donc, on peut avoir une insuffisance respiratoire aiguë, on peut avoir une insuffisance ventriculaire droite. Et regardez, c'est une liste indicative, elle n'est pas limitative. Donc, il ne faut pas être avare dans le dépistage, dans le diagnostic et dans la déclaration. Vous avez également les lésions pleurales bénignes qui sont réparées. Là encore, le délai de prise en charge, il est de 15 ans. Et quel que soit, bien sûr, l'étendue de cette lésion pleurale bénigne, elle est donc réparée. On peut avoir des plaques péricardiques, on peut avoir des épaississements pleuraux avec ou sans irrégularité. On peut avoir des plaques pleurales et comme on peut avoir une pleurésie tout simplement pleurale. Nous avons également le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde. Et regardez, le délai de prise en charge, il est de 30 ans, puisqu'on a dit minimum, c'est 20 ans pour leur apparition, voire 30 ans. Nous avons également les autres tumeurs pleurales primitives et nous avons les cancers broncho-pulmonaires également primitifs qui sont donc qui font partie des pathologies qui sont reconnues et réparées par le tableau numéro 40.
Alors, vous voyez qu'il est très, très, très important de, dépister. Il est complexe également de dépister, il est difficile de dépister les travailleurs qui sont atteints de cette pathologie. Pour arriver aux travailleurs, il faut d'abord retrouver les sources d'exposition. Pour évoquer le diagnostic d'une pathologie liée à l'amiante, bien sûr, c'est les trois conditions pour une maladie professionnelle. Il faut qu'il y ait une exposition au risque. Et là, vous avez des équipes de diagnostic amiante. Je vous donne d'ailleurs le numéro de téléphone. Vous avez Qualitest Algérie, par exemple, quand vous avez une bâtisse qui s'effrite, qui se détériore, vous voulez savoir est-ce que nous, par exemple, une fois, au bloc opératoire au centre Pierre et Marie Curie, c'était l'alerte générale, parce que, surtout que c'était les années 2010, entre 2000 et 2010, c'était vraiment la question d'actualité. Et là, donc, les gens étaient imprégnés. Et parmi les blocs du centre Pierre et Marie Curie, on voyait le plafond s'effriter. Et c'était l'alerte. D'ailleurs, les chirurgiens avaient refusé d'opérer. On a dû, d'abord, on vous a fait appel, bien sûr. Il y a eu le prélèvement qui ont été adressés. Nous, on les a fait à Boumerdès. Il y a un service spécialisé également à l'école de Boumerdès. Et ça, bien sûr, le résultat est revenu négatif. Donc là, vous avez ces adresses, vous avez ces numéros de téléphone. Si vous êtes en entreprise, si vous êtes, qu'on vous sollicite, au moins que vous ayez des petites adresses. La mesure de l'amiante également, elle peut se faire dans l'air, bien sûr. Elle peut se faire carrément, on fait un prélèvement sur un matériau de construction ou autre, mais la mesure, elle peut se faire également dans l'air. Initialement réalisée en microscopie optique à contraste de phase. Ne permet cependant pas de s'assurer de l'observation de fibres dont le diamètre est inférieur à 0,2 microns, c'est-à-dire elles sont très petites. C'est la raison pour laquelle en 2012, cette technique a été remplacée par la technique de mesure par microscopie électronique à transmission, ce qu'on appelle le MET. Cette technique permet une observation des fibres à un grossissement de 10 000 au lieu de 400. Donc, vous voyez très, très bien, c'est-à-dire on fait un agrandissement, donc on arrive à les visualiser. Donc, c'est un dépistage plus fin. Pour le désamiantage, alors je l'ai mis, Travomètre, j'avais mis l'entreprise qui a pris en charge le désamiantage de la coupole en 2002. D'ailleurs, je donne l'information. Quand ils sont venus, donc Travaumed a fait appel à une entreprise française, puisque je dis l'Algérie n'a aucune expérience, n'a aucune compétence, c'était sa première expérience. Et Travaumed a fait appel à cette entreprise française et on s'est retrouvé avec des amicaux. L'entreprise qui s'est occupée du désamiantage de l'ouvrage du 5 juillet est nommée des amicaux. Et ma grande surprise, quand j'ai appris dernièrement, je crois que même Travaumed a mis fin à son activité parce que certainement, on ne les a plus ressollicités. Moi, je n'ai pas entendu un hôpital qui a été désamianté ou une entreprise, ou je n'ai pas entendu. Est-ce que vous avez eu des informations dans ce sens? Non. Non, voilà. Moi, le seul ouvrage dont j'ai pris connaissance et auquel on a participé, pourquoi on a participé? Pas au désamiantage, bien sûr. On a participé à cette opération dans le cadre par rapport à la surveillance des travailleurs exposés. Parce que Travaumed a signé la convention et des amicaux avec notre service de médecine du travail du Centre Pierre et Marie Curie. Et c'était le professeur Ben Messoud, le professeur Niani et moi-même qui avons pris en charge les travailleurs qui étaient recrutés donc pour la visite d'embauche, qui étaient recrutés. Et moi-même, j'ai fait un petit travail post-exposition. Mais hélas, Travaumed a fermé, donc il est très difficile d'avoir le contact de tous ces jeunes Algériens, hélas, sur le territoire national, parce qu'ils avaient fait une offre, appel d'offres sur les journaux. Et on avait reçu les travailleurs de Bjaya, de Sétif, de Bourges, d'un peu partout. Alors, c'est des pères de famille très jeunes qui étaient au chômage. Et quand ils ont vu l'annonce sur le journal, bien sûr, ils sont venus pour un recrutement. La majorité ont été recrutés, donc ont été exposés.
Moi, je ne peux pas dire, malgré, il y avait les SAS, ils ont ramené tout l'équipement nécessaire, donc il y avait les SAS, il y avait les combinaisons de protection, il y avait tout un protocole, il y avait nous, il y avait, mais moi, je dirais toujours que c'est une catégorie de jeunes travailleurs qui ont été exposés à un produit très dangereux. Et on voit que le cancer, il apparaît 30 ans après. Donc, moi, personnellement, je me dis, euh, c'est quand même triste qu'on ne puisse pas continuer la procédure de la surveillance médicale chez ces jeunes qui ont été fortement exposés. Je dis fortement par rapport au risque. Je dis pas, je parle par rapport à l'arrêté du 9 juin 97. Les travailleurs fortement exposés au risque professionnel. C'est pas, c'est-à-dire qu'ils ont reçu une concentration élevée d'amiante, loin de là. Voilà. J'ai fait aussi la recherche, j'ai retrouvé celle-ci, ILB TPCR Sarl. Donc voilà, je ne sais pas, moi je ne les ai pas contactés parce que je n'ai pas eu à prendre en charge une telle demande. Maintenant, je passe à un volet qui est très important, la réglementation et l'amiante en Algérie. Alors, l'usage de l'amiante est interdit en France depuis 1997, en Europe depuis 2005 et en Algérie, c'est depuis 2009. Bon, on a perdu du temps, mais heureusement que l'amiante est interdite maintenant en Algérie. Alors voilà, ça c'est très important de connaître le dispositif réglementaire algérien qui est relatif à la prévention des risques liés à l'amiante. Vous avez donc le premier décret date du 19 avril 1999. Ensuite, il y a eu un arrêté interministériel et cet arrêté, il est relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et retrait de l'amiante. Nous, donc, toutes ces entreprises dont je vous ai défilé les adresses, elles doivent se plier à cet arrêté. Vous avez également l'arrêté du 30 juin 1999. Lui, il est relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Vous avez un autre texte, donc les plus importants qui nous intéresse, celui du 8 octobre 2009, qui est relatif à la prévention des risques liés à l'amiante, et l'arrêté de 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques d'inhalation des poussières d'amiante. Moi, je vous invite à prendre ces arrêtés quand vous avez un peu de temps. Il faut prendre et puis lire pour juste vous informer et voir l'évolution chronologique, comment on est arrivé à l'interdiction de l'amiante en Algérie. Donc en 99, on parle déjà de la prévention des risques liés à l'amiante. C'est très bien, donc on a un texte réglementaire spécifique à l'amiante. Et l'article 2, regardez, au sens du présent décret, le terme amiante désigne les silicates fibreux appartenant aux deux grands groupes suivants. Donc déjà là, on retrouve les deux grandes classes, les amphiboles et les serpentines. Dans l'article 3, la mise sur le marché, alors là c'est très important, et l'emploi de toutes les fibres d'amiante et des produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées, à l'exception du chrysotile amiante blanc, sont interdits. Donc vous voyez, déjà, on a commencé l'interdiction, mais d'une façon progressive. L'article 5, l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un niveau aussi bas que possible. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut continuer, bien que le CIRC a bien dit que l'amiante est cancérogène, certain pour l'homme, et une seule fibre suffit, et nous on dit, sur le lieu de travail, il faut réduire le niveau au plus bas possible, mais le travailleur reste exposé et son usage continue bien sûr, dans de nombreuses industries. Par ailleurs, le nombre des travailleurs exposés directement ou susceptibles d'être exposés à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante doit être limité aux seuls travailleurs dont la présence est indispensable pour l'exécution de travaux. Vous voyez, nous on fait toujours une gymnastique tardive. On expose un certain nombre et c'est toujours les mêmes. Et on avait dit que l'amiante a un effet Cumulatif. très bien. Et nous, on choisit les travailleurs, on va toujours exposer les mêmes et l'amiante avec son effet cumulatif. Oui,
Ça, je dirais, c'est une forme d'homicide, ça. Tous les bâtiments et ou les installations et équipements servant à la transformation ou au traitement de l'amiante doivent être efficacement et régulièrement nettoyés et entretenus. C'est bien, oui, ils vont être nettoyés et entretenus. Mais et après, quand on nettoie, c'est-à-dire on enlève des débris, on enlève. Et quel est le devenir? On le jette à la poubelle pour que les agents d'hygiène, quand ils viennent faire la récolte des déchets d'ordures ménagères, ils vont être exposés encore fortement. Vous voyez que la prévention au début, elle a été très, 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 très mal cernée. Ensuite, dispositions applicables, je vous lis parce que c'est très, très, très important, aux activités de retrait ou de confinement par fixation, imprégnation ou encombrement de matériaux non friables contenant de l'amiante. Préparation du chantier, procédé de travail, équipement de protection. Donc là, quand on dit préparer les chantiers, le procédé du travail, mais il faut d'abord être outillé. Il faut des sas si on doit utiliser de l'amiante. Enfin, on arrive à l'article 4 qui parle de l'équipement de protection individuelle. Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé en permanence de vêtements de travail étanches, équipés de capuches fermées au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou à défaut jetables. C'est comme celle que vous voyez pour la Covid. Voilà, c'est la même. En fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante. Vous voyez, donc on porte ces vêtements, mais ils sont contaminés, donc c'est terminé, c'est de l'amiante. On ne parle pas d'un équipement qui a été utilisé, déchets, mais on parle de déchets d'amiante. D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec masque complet et une cagoule. C'est comme les scaphandriers. Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrant anti-poussière à ventilation assistée avec masque complet de grande efficacité peuvent être utilisés. Ces appareils doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les appareils visés au point 2 doivent être décontaminables. Alors vous voyez, c'est très important. Ce n'est pas n'importe quelle protection individuelle. Moi, j'ai vu des personnes porter des masques à cartouches filtrantes, tout simplement. Et l'amiante qui se dépose sur les tempes, sur les... Donc là, il est très important. C'est pour ça que j'ai tenu à vous le lire moi-même pour l'équipement de protection. Et enfin, la surveillance médicale. L'employeur établit et tient à jour une liste des travailleurs employés avec indication de la nature de leurs travaux ainsi que des niveaux de l'exposition à l'inhalation de poussière d'amiante. Là, on ne le fait pas. On ne le fait pas, déjà, nous n'avons même pas le plateau technique pour le dosage de l'amiante dans l'atmosphère et pour reprendre le niveau de l'exposition. Cette liste est transmise au médecin du travail. Tout travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement. Bien sûr, il faut l'informer qu'il est exposé à un produit qui est cancérogène et que. Un travailleur ne peut pas être affecté que si la fiche de visite médicale individuelle d'aptitude est établie par le médecin du travail qui réalisera à cette occasion un bilan médical initial destiné à servir de référence pour le suivi ultérieur du travailleur. Bien sûr, là c'est clair, c'est ce que nous faisons dans notre pratique courante, quotidienne. Là, évidemment, cette fiche d'aptitude, elle est renouvelée une fois tous les 6 mois. J'ai bien dit que ce sont des travailleurs fortement exposés aux risques professionnels et on a un protocole de surveillance très particulier. Donc, c'est le bilan initial qui doit comporter une radiographie pulmonaire standard de face, une exploration fonctionnelle respiratoire et qui doit être renouvelée chaque année. Alors, bien sûr, ne pas confondre la surveillance médicale, c'est 2 fois par an, donc c'est une visite médicale périodique tous les 6 mois. Et ces examens, bien sûr, ils doivent être renouvelés chaque année. Toutefois, le médecin du travail pourra prescrire tout autre examen complémentaire nécessaire.
évidemment, on ne peut pas dire TDM du thorax une fois par an, mais si vous faites une radiographie pulmonaire et des images suspectes ou des petites opacités, vous les confirmez, ou bien vous voulez vraiment avoir le détail, puisque vous êtes sûr qu'il s'agit d'opacité, pour avoir plus d'informations, à ce moment-là, vous allez prescrire TDM thoracique. Les dossiers médicaux des travailleurs qui ont été exposés à l'inhalation de poussière d'amiante doivent être conservés 30 ans après la date de mise en retraite. D'accord? Ce n'est pas la date après l'exposition, c'est après la date de mise en retraite. Toute la confusion est là. Si le travailleur change d'établissement, les données objectives du dossier médical relatives aux risques liés à l'amiante sont transmises au médecin du travail du nouvel organisme employeur à la demande du travailleur ou son accord. D'accord? Il faut transmettre. Si l'organisme employeur cesse son activité, le dossier médical est adressé au médecin du travail inspecteur territorialement compétent qui le transmet à la demande du travailleur au médecin du travail du nouvel organisme employeur où l'intéressé est employé. Là, c'est comme pour tous les autres dossiers médicaux de tous les autres travailleurs. Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'une attestation d'exposition remplie par l'employeur est remise au travailleur à son départ de l'organisme employeur. Soit il quitte cet organisme employeur, il travaille à Considère, il va aller travailler ailleurs. Là, l'employeur est tenu de lui remettre une attestation d'exposition à l'amiante. L'employeur doit assurer une surveillance médicale postérieure à l'exposition à l'amiante où démissionnaire est retraité tous les 2 ans. Et hélas, ce n'est pas le cas, c'est ce que je vous ai dit. L'employeur est parti, donc nous ne pouvons pas assurer cette surveillance médicale, hélas. Cette surveillance, c'est exactement la même que quand on est exposé, quand on est à son poste de travail. C'est un examen clinique, c'est une radiographie du poumon et éventuellement une spirométrie, une exploration fonctionnelle respiratoire dans la spirométrie et un scanner de contrôle tous les 3 ans. Là surtout, bien sûr, quand tous les 3 ans, quand on dit un scanner de contrôle, c'est-à-dire, on est dans le dépistage, on n'est pas dans le diagnostic. Mais si vous faites une radiographie du poumon et que vous avez retrouvé des opacités, il faut la faire. Il ne faut pas attendre 3 ans, il faut la refaire pour voir l'étendue des lésions, pour voir, je vous ai dit, le maximum d'informations. Maintenant, pour les travaux de fabrication et de transformation de produits de matériaux contenant de l'amiante, en tout état de cause, la valeur moyenne d'exposition aux fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser les 0,3 fibres par centimètre cube sur 8 heures de travail. Vous voyez, après, on est passé à 0,1 fibre par centimètre cube sur 8 heures de travail. Ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de moins de 3 microns de largeur et dont le rapport longueur-largeur excède 3. C'est-à-dire que c'est les plus fines qui traversent facilement, qui arrivent au niveau des alvéoles. Et enfin, c'est le 8 octobre 2009 qu'il y a eu le décret exécutif qui a modifié ce décret du mois d'avril de 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante. La fabrication, donc l'article 3 stipule que la fabrication, l'importation et la commercialisation de tout type de fibres d'amiante et des produits qui en contiennent est interdite dans notre pays. Et enfin, heureusement, voilà. Donc, on a mis du temps, mais on est arrivé, bien sûr, à son interdiction. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? J'ai été un peu vite. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la viande passe dans le sang? Excellente question, docteur Chubini. Vous savez, on a dit que l'inhalation, elle se fait par voie cutanée, par voie digestive et par voie respiratoire. Quand un produit, peu importe, hein, pénètre par la peau, docteur Chubini, est-ce qu'il passe dans le sang? Oui, oui, il passe dans le sang. Vous avez l'amiante, toutes ces localisations. Bien sûr, c'est par le biais du sang. D'ailleurs, il y a le professeur Amey, Allah yadhkuru bil khair,
qui a toujours travaillé en collaboration avec les Algériens. Il venait à toutes nos manifestations scientifiques, les journées nationales de médecine du travail, il était toujours là. Et je me rappelle très, très bien, alors c'était en 2014, c'était les journées nationales, pas les journées nationales, les journées maghrébines qui se sont déroulées en Tunisie, il était là. Et je me rappelle quand le professeur Amey a présenté, justement, il travaille beaucoup sur l'amiante, il avait présenté à l'époque les différentes localisations, donc digestives, abdominales, et elle dans la salle, un Algérien, je ne dis pas le nom, un enseignant algérien dans la salle, un médecin du travail, lui avait posé la question suivante. Il lui a dit euh, est-ce que on peut évoquer euh, tout cancer qui apparaît chez un travailleur qui a été avec certitude exposé à l'amiante, est-ce qu'on peut évoquer l'origine de l'amiante dans la genèse de ce cancer, puisque vous êtes en train de dire que ça passe dans le tube digestif, dans l'estomac, ça arrive au pelvis et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, sa réponse a été basée sur la diffusion de l'amiante dans tous les organes par le biais du sang et par voie, bien sûr, même à l'époque, par voie ganglionnaire, mais point d'interrogation, il a dit les travaux sont en cours. Voilà. Voilà, docteur Chubini. Alors, sanguin, vous voulez parler? Non, pour le moment, on ne parle pas. Il véhicule seulement. C'est vrai qu'il y a l'effet cumulatif. Si je prends par exemple un produit chimique qui est reconnu cancérogène, je parle des amines aromatiques par exemple, qui ont le même effet cumulatif que l'amiante. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le cancer qui apparaît, c'est le cancer de la vessie et plus particulièrement le cancer du tiers inférieur de la vessie. Ce n'est pas un hasard parce qu'il y a cet effet cumulatif et quand il y a l'élimination des métabolites urinaires, ils stagnent dans la vessie, ils finissent par détruire, donc agir bien sûr sur les cellules vésicales et développer et faire apparaître un cancer. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous ne parlons pas de prélèvement sanguin ni urinaire, comme d'ailleurs un certain nombre de toxiques, pas que pour l'amiante. On se base, on a gardé en tête que l'amiante, c'est une pneumoconiose. Avant tout, c'est une pneumoconiose. Donc, le dépistage, docteur Chebini, il se fait par le biais des examens que je vous ai cités et surtout à la recherche de corps asbestosiques dans le liquide du lavage broncho-alvéolaire. On le fait aussi dans le LBA, liquide du lavage broncho-alvéolaire, et on le fait par la cytotoxine. Comment? Oui, mais on fait des biopsies, docteur Chubini. On peut faire des biopsies, j'en ai parlé. Euh, Oui, mais c'est pour poser le diagnostic de de certitude, je dis cancer. bien, le diagnostic de certitude. Mais nous, maintenant, quand vous voulez le diagnostic de certitude, c'est lorsque, si vous avez constaté dans le tableau, pourquoi je vous ai lu les pathologies, on vous exige rien du tout, n'est-ce pas? Vous avez la pathologie, c'est fait dans ce sens, c'est pour ça que je vous ai lu le tableau. On vous exige le diagnostic, donc de la mise en évidence de la pathologie. Vous avez le respect du délai de prise en charge. La liste, elle est indicative, elle n'est pas limitative, donc c'est parfait. Et j'aurais dû lire toutes les professions. Mais dès qu'on établit la relation entre l'existence d'une exposition et de l'existence d'une pathologie, à ce moment-là, on déclare. La classe, elle n'exige aucun examen complémentaire de ce type pour les outils de certificat. Il y a indication de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Vous savez, c'est le cas pour tous les cancers. On ne peut pas, je vous défie de trouver un oncologue, un radiothérapeute, que ce soit en radiothérapie, que ce soit en oncologie, que ce soit en chirurgie, même quand le cancer est là, on est sûr que c'est un cancer. Il y a de l'amiante, il y a le mésothélium, il y a les opacités, il y a le poste de travail, il y a le prélèvement atmosphérique qui a prouvé qu'il y a les fibres d'âme, mais il ne touchera pas à ce malade tant qu'il n'a pas une pièce médicale qui donne avec certitude le diagnostic positif du cancer. Et cette pièce médicale,
c'est du médico-pénal. Cette pièce médicale, c'est la biopsie, c'est l'anapathe. C'est l'anapathe qui parle de carcinome, qui parle d'adénocarcinome, qui parle du mésothélium, qui parle. On ne peut pas lancer un traitement. C'est fait dans ce sens. Vous me dites c'est un geste invasif, docteur Choubini, mais on le fait pour tous les patients. Sinon, ils n'auront pas droit au traitement, hélas. Voilà. Ça, c'est pour tous les cancers, quelle que soit leur localisation. D'accord, docteur Choubini? Quelle que soit la localisation, on doit faire la biopsie pour poser le diagnostic de certitude. Voilà. Oui, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, docteur Choubini? Non, La basse, non? non, ça a Non? été clair. Ça a été clair? Et bien voilà. Oui, Et ben, il ne me reste qu'à vous souhaiter Sahaf Tolkom, et on peut se permettre. J'espère que oui, vous je ne vous ai aussi. pas trop fatigué. Non, c'est moi qui suis Non, non, fatiguée. C'est non, moi qui suis fatiguée. Pas trop fatiguée? non, non, du tout. Non? Ok, parfait. Et ben, je suis tranquille maintenant. Je suis rassurée puisque la conférence a été assurée. Voilà. Alors,